L'affirmation de soi, c'est pas juste savoir dire non. C'est aussi savoir demander quelque chose quand on en a besoin. C'est aussi quand on demande quelque chose, ne pas penser déranger l'autre. Non, ça va le déranger. Je suis quand même pas alors qu'on n'en sait rien en fait, on imagine que ça pourrait le déranger. C'est comme quand on dit j'ai vu que ça le dérangeait. Ah, je l'ai vu. Si, on n'en sait rien en fait. Ou on sait, mais on pense savoir. Quelle est une meilleure définition de l'affirmation de soi? Parce que j'ai pas forcément la meilleure. Hein. Qui en a une qui lui parle et qui l'aide et qui finalement la vit bien? C'est un peu la capacité d'élever ses pensées et de les traduire sans avoir peur d'une critique, d'un jugement ou même d'un propre jugement. Ouais, la capacité de dire les choses, de les penser, de les dire sans se sentir jugé en retour ou sans avoir peur de vivre quelque chose de négatif en retour. Hein. Ouais, c'est une distance en fait qu'on met. Enfin, moi en fait, c'est une distance que j'ai mis, une distance que j'ai mis, une neutralité, ne plus m'inquiéter de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis. C'est une distance entre quoi et quoi? Le jugement potentiel, avec la potentialité ou le risque de quelque chose de négatif. D'accord. Ok. Et alors? Ah, c'est trop bien. D'accord. Non, mais c'est vrai. Tu partages. Ouais. C'est bien. Ça a l'air en plus quand on parle. Ça. Donc, on a dit les symptômes, la non-acceptation, le critique intérieur, les difficultés à l'affirmation de soi, le jugement. Qu'est-ce qu'on a dit encore d'autre? J'en ai oublié un, je crois. Vous avez suivi? Le complexe. Oui, mais l'affirmation de soi, c'est aussi accepter un jugement. Ouais. Un jugement. D'accepter un jugement. Ouais. Après, on pourrait aussi, dans ce cas-là, on pourrait, tu vois, quand c'est des choses comme ça, assez précises, moi en tout cas en séance, quand quelqu'un me dit, voilà, je viens vous voir parce que je voudrais avoir plus confiance en moi, on part pas là-dessus. On va questionner. Ce que c'est que la confiance, on va questionner dans quel moment, dans quel contexte exactement la confiance pour cette personne-là n'est là ou n'est pas là. Qu'est-ce qu'il entend par confiance en soi? Donc tu vois, on pourrait questionner qu'est-ce que tu entends par affirmation de soi et qu'est-ce que tu entends par jugement. Parce que si je te dis, je trouve que ton plat il manque de sel, et que tu me dis quoi? Sans déconner, j'y ai mis tout mon cœur, quoi. Tu me dis il manque de sel. Bon, là, c'est clair que c'est moi, je viens pas manger chez toi, mais c'est un peu... Tu vois, c'est... Par contre, si je te dis, t'es une mauvaise personne, et là que tu me dis, ouais, je l'accepte, ouais. Bon, c'est... Tu vois, ça se questionne, ça se travaille. Comment on peut faire pour travailler tout ça? Comment on peut faire pour améliorer ça? Comment on peut faire pour enfin se sentir mieux avec notre critique intérieure? Mieux accepter les choses, notamment le passé. Parfois, ce qu'on a du mal à accepter, c'est le passé. Hein. En gros, on pourrait dire comment on peut faire la paix avec son passé. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et quand on travaille sur ce qui s'est passé dans le passé, elles me disent « Ah, mais si j'avais pu faire ça, si j'avais fait ça. Et si j'avais eu à ce moment-là la connaissance de ça. » Il y a une volonté de changer les choses. Mais impossible, c'est le passé. En gros, pour travailler sur l'acceptation, l'idée, c'est de faire la paix avec ce qui s'est passé. Mais c'est aussi d'accueillir son émotion avant ça. La plupart des gens qui n'acceptent pas, par exemple, quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est que quand l'émotion arrive, liée à un souvenir, ça peut être une tristesse, ça peut être une colère, tout de suite, c'est le rejet de cette émotion-là. C'est le rejet de la souffrance, c'est le rejet de la tristesse. Il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « je veux plus être triste ». Ouais, c'est pas possible. Et le fait que vous soyez triste pour ça, on prend le contenu, le fait que vous soyez triste pour ça, ça raconte quelque chose sur vous. Si vous n'étiez pas triste, ça raconterait une autre histoire sur vous. Comment on fait pour faire la paix avec son passé? Comment on fait pour accepter? On fait la paix? Qui a dit ça? On accepte, on fait la paix, on accepte, on fait la paix. C'est pas mal. Je comprends tes techniques de mettre de la distance.
Excuse-moi, Karine. Tu fais des séances et tu lis des livres. Tu fais des séances et tu lis des livres? Reviens-toi. Oui, mais t'en fais quoi de ça? C'est ça aussi l'estime de soi. C'est, rappelez-vous, il y a ce que je pense, il y a ce que je ressens de ce que je pense et il y a ce que j'en fais. T'en fais quoi des séances, des livres? Vivien? On peut dire c'est bon, c'est passé, et maintenant on fait quelque chose. Ouais. Avancer, Pour moi, c'est comprendre en fait. Toi, ça passe par la compréhension. Alors j'adore ça. Attends, je vais répondre à Gaël. Ok, on va revenir sur la compréhension parce que c'est fondamental. Gaël, je t'en prie. Si, Gaël, tu fais du bruit, tout ça, tu as besoin de se pardonner. Ouais. Ça peut être le comment on appelle ça, ponopono, je sais pas que. Oponopono, ouais, le pardon. Le pardon, ouais, mais tu vois, le pardon, ce que j'aime pas, c'est que ça présuppose que c'est de notre faute. Ou qu'on a fait quelque chose de mal. Mais c'est ok, hein. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise trop, le pardon, parce que je trouve que ça présuppose un peu... Bah tu vois, on a le droit de dire, tiens, je te pardonne à toi. Ou je me pardonne à moi, comme si, tu vois, c'est... Après, ça peut fonctionner. Mais... Après, des fois, il y a des choses qui sont pas pardonnables, et puis en plus, c'est pas forcément notre faute. T'as entendu? Affirmation de soi. C'est con, ouais. Mais je voudrais revenir sur la compréhension. L'idée, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour prendre rendez-vous et qui me disent, voilà, moi il s'est passé dans ma vie des choses assez difficiles et aujourd'hui je voudrais comprendre pourquoi j'ai toujours pas dépassé ça. On peut lier ça, ça peut être un parallèle? Pour moi, dans la compréhension du passé, c'était plutôt de se dire si j'ai réagi comme ça à un moment ou s'il a réagi comme ça, c'est parce que son fonctionnement ou le mien est basé sur ses principes, j'ai ces réflexes-là. Après, c'est pas forcément de comprendre pourquoi ces réflexes sont là, mais en tout cas de dire qu'il y a un terrain qui fait que une situation particulière est arrivée. Ok, donc c'est de prendre le contexte, de se dire, ok, par rapport à ce qu'il y avait à ce moment-là, la réaction était adaptée, inadaptée, mais ça fait partie de ce système. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, il y a des personnes qui vont réussir à prendre de la distance grâce à ça, à se distancier de leurs émotions en disant, bah ouais, j'ai réussi grâce à... en me disant que de toute façon, ce système-là, cette façon de réagir-là, était la meilleure à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire autrement. Moi, quand je parle d'accompagnement, très souvent avec les personnes, je leur parle de responsabilité émotionnelle. Et je leur dis, c'est pas de votre faute, mais aujourd'hui, vous êtes responsable de ce que vous vivez. C'est pas forcément facile à entendre. Parfois, je ne le dis pas tout de suite, parce que ça demande un peu de préparer le terrain, parce que la personne n'est pas prête à entendre que c'est de sa responsabilité, surtout quand c'est des choses très lourdes. Mais ça ramène la responsabilité, inconsciemment, elle va ramener l'idée que si c'est notre responsabilité, on peut le bouger. On peut avoir la main dessus. Si ce n'est pas notre responsabilité, on est obligé d'attendre que quelque chose ou que quelqu'un le bouge pour nous. Donc derrière la responsabilité émotionnelle, il y a cette suggestion-là. Tu as le pouvoir de. Et quand la personne accepte qu'elle a la responsabilité sur son problème, aujourd'hui, elle reprend le pouvoir sur elle, d'une certaine façon. Ça ne s'arrête pas là, hein. Mais il y a un peu de ça. Alors moi j'aime bien quand les gens m'appellent et me disent voilà, je voudrais comprendre pourquoi je suis en manque d'estime de moi. Alors je leur raconte une petite histoire. Alors cette petite histoire c'est imagine, j'aime bien me promener, me balader. Donc je me balade, je suis en forêt, c'est le printemps, les feuilles repoussent. Et puis je suis un peu comme ça, je regarde un petit peu les feuilles, tout ça. Et puis à un moment donné, quand je marche, je tombe dans un trou. Et là je me dis, pourquoi tu es tombé dans ce trou-là? Bah t'as pas fait gaffe où tu marchais, t'as pas vu le trou, tu regardais en l'air, t'as pas mis les bonnes chaussures, du coup t'as pas senti que le sol devenait plus mou et qu'il fallait faire gaffe. Puis je pense à pourquoi je suis tombé, puis ça dure 1 heure, 2 heures, une journée, 4 jours, une semaine. Puis là, il y a un type qui arrive, qui dit bah, qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis tombé. Bah, vous n'arrivez pas à sortir? Bah, je sais pas, je peux essayer. Pour l'instant, je comprends pourquoi je suis tombé. Ah bon? Il sort, puis après on marche. Bah, je pense que l'idée,
Quand on a un problème, c'est d'abord d'essayer de s'en sortir et ensuite de revenir pour le comprendre. Mais parfois, nous, on fait l'inverse. On essaie d'abord de comprendre, en se disant que si je comprends pourquoi j'en suis là aujourd'hui, ça va sûrement m'aider à bouger. Mais il y a plein de gens qui ont eu un accident de voiture, qui savent pourquoi ils ont eu un accident de voiture et qui ont toujours peur de conduire. Ça ne les a pas forcément aidés. Par contre, si on travaille sur le trauma, entre guillemets, qu'il y a eu pour cette partie intérieure, pour le cerveau, pour l'émotion, sur les conséquences qu'il aurait pu avoir avec cet accident-là, sur la peur d'abandonner les personnes qu'on aime, parce que derrière la peur de l'accident, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir une peur d'abandonner les gens qu'on aime, il peut y avoir eu la peur d'avoir un accident grave et de se retrouver blessé grave, il peut y avoir tout un tas de conséquences émotionnelles qui viennent se greffer à l'accident. Et si on ne travaille pas sur ça, ce que je disais tout à l'heure sur l'hypnose dans les spectacles, ça peut être un peu... ça peut bouger un peu. Qui a déjà entendu parler de l'EFT ? E-F-T. Emotional Freedom Technique, in English. Libération émotionnelle. Technique de libération émotionnelle, pardonnez-moi. L'EFT, c'est un truc génial. Ça travaille sur les méridiens. Les méridiens, vous savez, c'est en acupuncture, on met des petites aiguilles à certains endroits, et puis ça travaille sur des méridiens. L'EFT se sert de ces méridiens-là, de ces points-là, et va les tapoter, comme ça, ou les autres, pour stimuler ces méridiens-là, qui vont eux-mêmes stimuler le système nerveux parasympathique. En EFT, on va aller questionner une émotion, une problématique, on va faire monter l'émotion, et on va la tapoter. En disant cette phrase magique, imaginons que je sois énormément stressé avant cette soirée, parce que je vais parler devant une 50aine de personnes, et j'ai très très peur qu'elles me jugent, et qu'elles soient méchantes, et qu'elles me lancent des tomates. Eh bien, je pourrais me faire de l'EFT. Donc l'EFT, c'est des rondes qu'on fait, où on va tapoter sur une quinzaine de points, et cette quinzaine de points va nous aider à libérer une émotion. Et moi, quand je suis allé faire ma formation en EFT, j'y suis allé parce que j'étais sceptique. Mais comme je suis curieux, je me suis dit, je vais y aller. Et donc, le premier truc que je dis au formateur, c'est une formatrice à Noël, qui est une femme extraordinaire, je lui dis, franchement, ton truc... Et elle me dit, ok, mais t'as le droit et tout. Et en fait, on a bossé sur... elle m'a pris en démonstration à un moment donné, on a bossé sur une problématique que j'avais. Et... alors, on m'a fait chialer devant tout le monde et tout. Mais ça m'a bousculé, quoi. Ça m'a bougé. Ça m'a vraiment bougé. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même tester. Et j'ai testé en cabinet. Et franchement, il y a des résultats assez incroyables. Alors, c'est comme tout. C'est pas non plus la méthode magique. C'est pas, waouh, l'EFT, ça marche, en 3 minutes, tout le monde est sauvé. Mais ça amène des choses assez puissantes quand même. En tout cas, moi, ça m'a bien fait bouger, et il y a certaines personnes que j'accompagne avec qui je travaille là-dessus, sur 1, 2, 3, 4 séances en EFT, ça bouge vraiment. Les émotions s'apaisent, ça libère, et en plus, ce qui est génial avec l'EFT, c'est qu'on peut le faire soi-même. C'est pas comme de l'hypnose, c'est beaucoup plus simple. C'est juste à tapoter sur des points en répétant des phrases. Et puis ça travaille sur l'estime de soi, mine de rien. Parce que quand on est tout seul dans le métro, qu'on dit... Et même si ce soir j'ai une soirée et que je vais peut-être me prendre des tomates séchées, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Puis on fait ça 3 fois. Et même si de toute façon cette soirée, moi elle me fait peur, parce que les personnes je les connais pas, et puis quand je vais leur proposer l'EFT, il va falloir voir leur tête, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On le fait 3 fois, et même si ça me fait vraiment peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Puis ensuite, on fait une ronde. Donc une ronde, on commence au creux du crâne, enfin au sommet du crâne, pardon. Et on dit, et même si ils vont me juger, enfin c'est moi qui dis ça, hein. On passe ici, au niveau du sourcil. Et même si j'ai vraiment peur. Et on va faire comme ça les 15 points, je vais vous les montrer. Donc il y a d'abord celui-là, ensuite celui-là ici à l'os de l'œil. Ici,
Ici. Ici, il y a la clavicule juste en dessous. Et ici, c'est quand on a très peur. Quand on a très peur, on tapote là. Après, il y a pour les femmes, c'est le soutien-gorge, la lanière de soutien-gorge. Après, il y a juste en dessous les seins ou les pecs. Puis on peut s'arrêter là déjà. Alors moi, dans le métro, je fais que ça. Quand je suis dans le métro. Ah, parce que j'ai une bonne estime de moi, mais à un moment donné... J'imagine le type. Et là, tu vois la personne qui prend son sac et qui va se mettre ailleurs. Donc, je fais de l'EFT, madame, rassurez-vous. Je connais mon métier. Alors, quand on ne veut pas se prendre la tête à faire toute cette ronde-là parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on est dans un endroit où c'est un peu compliqué, il y a un endroit, c'est le bout du creux du pouce ici, où on masse comme ça. Et on parle juste de sa peur. Et même si j'ai peur, et même si je me sens mal, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Alors ça, c'est la technique de l'EFT. Je vous la fais rapide, on va la faire après ensemble pour la tester. Alors là, il faut savoir que les Britanniques ont fait pas mal de tests avec des machines d'imagerie cérébrale et tout ça, pour essayer d'aller prouver déjà, l'existence des méridiens, et de deux, là j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, une info, comme quoi ils reconnaissent l'EFT comme une pratique qui est hyper puissante sur les syndromes du stress post-traumatique. Le formateur que j'ai à Paris sur l'EFT, lui il est allé en Haïti lorsqu'il y a eu les tremblements, les tremblements de terre, tout ça. Il est allé voir les enfants qui avaient perdu leurs parents, machin, et ils sont restés 3 semaines là-bas et ils ont travaillé qu'en EFT avec les gens sur le syndrome du stress post-traumatique. Et apparemment, ça a fait un carton, ça les a beaucoup aidés. Pour les enfants, ils avaient un petit nounours avec les points sur lesquels il fallait taper. Et donc, ils tapotaient sur le nounours, et puis tu avais les gamins il y avait des vidéos, c'est assez chouette à voir. Et ça a aidé énormément les gamins. Il y avait une fille, une petite fillette, qui a vu sa mère se faire écraser par un bâtiment devant ses yeux. Et elle était détruite, elle parlait pas en fait, elle parlait plus. Et à la fin de leur séjour, elle s'est remise à parler, et elle a pu raconter son histoire. Et rien que ça, c'était... Tu vois, c'est assez puissant. Bref, parenthèse. Donc l'EFT, au-delà de la technique où on tapote, quand on répète « je m'aime et je m'accepte comme je suis », peu importe si j'ai peur, peu importe si je me sens mal, peu importe si je me trouve nul, à notre cerveau, on va commencer à lui introduire du positif, à lui introduire de l'amour, à lui introduire de l'acceptation. Le truc assez rigolo, c'est que moins on y croit, mieux ça marche. Ah ouais. Parce qu'on se dit que c'est de conneries. Puis en fait, ça passe. C'est comme les personnes qui sont OK pour jouer avec de l'hypnose, mais qui n'y croient pas. Souvent, c'est les meilleurs. Non, moi, j'y crois pas à ton truc, vas-y. Mais je vais jouer de jeu à fond. Ils partent comme des bébés. Quand on fait répéter à la personne d'accepter sa peur, d'accepter sa blessure, d'accepter sa non-estime d'elle-même ou sa non-confiance, et qu'on lui dit derrière « je m'accepte et je m'aime comme je suis », ça va créer un truc assez étonnant. Ça va créer un truc du « en fait, même si je suis comme je suis, j'ai le droit de l'être. Je ne suis pas obligé de me juger. Je ne suis pas obligé de me critiquer. Je ne suis pas obligé de complexer. » Donc pour faire baisser ce manque d'estime de soi, et finalement faire monter l'estime de soi. C'est bizarre de faire baisser le manque d'estime de soi. J'ai bien aimé, alors je me suis permis. Mais c'est rigolo de faire baisser le manque d'estime de soi. C'est un peu une suggestion inversée.